Bonjour et heureux de vous retrouver encore en cette fin de semaine pour rencontrer un nouveau numéro. Nous allons ouvrir une grande page d'histoire dans cette édition en parlant des 100 ans du traité de Versailles. On se rappelle, c'était en juin 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Un traité a été signé pour mettre fin à la guerre avec ses conséquences, bien sûr, ses répercussions sur les pays d'Afrique, les colonies que nous étions à l'époque. 100 ans après, quelle analyse, quel bilan, quelles conséquences, qu'avons-nous concrètement gagné de ce partage qui a lieu suite à cet accord, à ce traité qui a été signé à Versailles? Pour en discuter, un historien socio-économiste, le professeur Michel Goé-Akoué, enseignant-chercheur à l'université et historien, est à mes côtés donc pour voir le volet historique et ses implications dans l'évolution de la marche même du monde. Et puis, M. Richard Abouki, socio-économiste aussi, va se pencher sur les répercussions socio-économiques justement de ce traité de Versailles. Mes invités, merci d'avoir cette invitation. C'est un plaisir. C'est cela, voilà. Alors, on va commencer par l'historien, très rapidement. Professeur, alors situons-nous dans ce contexte. On aura comme carnaval avant le traité, après le traité. Donc, en première partie, dites-nous, quel était le contexte historique de l'époque avant ce fameux traité de Versailles? Disons que la marche du monde a commencé, avec ce que le phénomène que nous appelons mondialisation, a commencé déjà autour de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, avec l'avancée de l'Europe en matière de découverte. Deux découvertes importantes, le gouvernail des tambours, et puis la mise en service des systèmes pour calculer les positions des bateaux, et qui fait que très vite l'Europe va à la conquête du monde. L'Amérique est découverte, mais l'Amérique découverte va être peuplée par des Européens essentiellement, et le monde sera dominé essentiellement d'abord par les Portugais, ensuite par les Hollandais, et c'est l'épisode qu'on a beaucoup oublié, puis viendra donc le règne des Anglais et des Français. Mais essentiellement, la grande domination de l'Empire mondial, c'est l'Empire britannique. C'est ça. Alors, disons que l'Allemagne, puissance nouvelle, est apparue avec son industrialisation tardive un peu avant donc, la fin du 19e siècle, autour de 1890. Par là, l'Allemagne a commencé de manière volontaire à s'industrialiser. C'est surtout avec l'action de Bismarck que l'Allemagne sort comme puissance. Mais cette puissance rencontre les anciennes puissances qui étaient sur le terrain, la Grande-Bretagne et la France, qui ont occupé le terrain, ont partagé le monde en zones d'influence, ont partagé le monde en zones économiques où ils faisaient du commerce, ils tiraient les grands profits. Donc dans ces conditions, l'Allemagne qui se réveille entre en conflit avec son voisin direct, la France. Donc une première guerre entre l'Allemagne et la France, c'était la guerre donc, de 1870 qui était gagnée par les Allemands. Et les Allemands occupent donc l'Alsace-Lorraine, et avec une certaine puissance, et qui fait que la France a reculé de beaucoup. Or, pendant toute une longue période, la France, c'était la grande puissance avec Napoléon. Quand on voit tout ce qui s'est passé avec le Concordat de Vienne, donc le partage de l'Europe, ça a donné une position majeure à la France pendant longtemps. Donc à partir de la fin du 19e siècle, cette puissance rencontre l'avancée d'une nouvelle puissance, l'Allemagne. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que l'Allemagne a cherché à entrer dans le jeu colonial et a cherché à conquérir des territoires, dont le Togo et le sud-ouest africain, la Namibie, la Tanganyika qui est devenue aujourd'hui Tanzanie avec Zanzibar. Donc tous ces territoires sont devenus allemands. Mais les Allemands avaient quand même une certaine capacité, puisqu'ils étaient également dans l'immigration au niveau de l'Amérique et autres. Beaucoup de juifs allemands se sont dispersés ici et là et avaient une certaine notoriété. Donc avec la fin donc, de cette guerre, l'Allemagne prend de l'ascendance progressivement. Et à partir donc, de 1900, vers la fin du 19e siècle, devient une puissance qui doit compter en Europe. Et c'est comme ça que l'Allemagne, avec le Troisième Reich, a essayé de s'étendre pour pouvoir rassembler les peuples allemands qui sont de part et d'autre dans
en Autriche, dans les différents territoires. Et c'est comme ça que la volonté de politique de la Grande Allemagne avec la politique de l'unité allemande mise en branle va secouer l'Europe. Et fort donc de cette capacité, elle déclenche la Première Guerre mondiale qui a pour ce qu'on appelle la Grande Guerre. Les questions donc de nationalité. C'est ça. Et autrement dit, à partir de là, l'Allemagne se montre et nous sommes déjà donc à 1914, l'attentat de Sarajevo. Ensuite, l'Allemagne continue donc de prouesse en prouesse en intégrant l'Autriche, en intégrant tous les petits peuples qui sont là. Et finalement, les alliés, ce qu'on appelle les alliés, avec en tête la France, la Grande-Bretagne, vont se coaliser contre l'Allemagne. Évidemment, l'Allemagne puissante a su maîtriser la guerre jusqu'en 1917. Il a fallu l'intervention donc des États-Unis avec le pré-bail pour aider donc l'Angleterre, la France, pour que finalement ils reviennent dans la guerre et font partie donc du camp des Victoriens à partir de 1918. Donc la Grande Guerre, la Grande Guerre parce que c'était une guerre acharnée avec beaucoup de pertes en vie humaine. C'est ça. Vous savez, c'était encore la guerre conventionnelle, des tanks et autres. C'est différent de la guerre aujourd'hui. Donc là, l'Allemagne finalement a été vaincue. Vaincue et on a dû lui imposer un traité. C'est ça. Très bien. On va revenir là-dessus, les clauses de ce traité. Alors, cher Bouki, vous êtes sur le développement de l'historien, n'est-ce pas? Absolument. Nous parlons de ce tableau d'avant le traité de Versailles. Oui. Je crois que ce qui est important, à mon avis, l'Allemagne a perdu la guerre et l'une des conséquences de cette défaite, c'est le partage des colonies allemandes entre les puissances alliées, dont le Togo, le Cameroun. Et à partir de ce moment, je me situe pendant la période 1919, qui est le début, si vous voulez, le 10 juillet 1919, qui est le début du plan de partage du Togo entre l'Allemagne et entre la France et la Grande-Bretagne. Mais auparavant, je crois que ce qui a lieu de souligner pour ce qui me concerne, c'est que quand on voit notre sous-région entre 1884 et 1919, je dirais premièrement que nous étions dans un environnement de peuples unis sur le plan culturel, sur le plan socio-culturel. Et deuxièmement, nous étions un ensemble de peuples qui ont résisté à l'occupation allemande. Les résistances que nous avons connues à la fin du 19e siècle, que ce soit au nord du Togo ou au sud du Togo, sont des éléments qui nous permettent de penser que nos populations étaient, disons, pour une liberté totale de mouvement sur leur propre sol. C'est ça. Bien. Et donc, à partir de 1919, nos populations n'ont pas du tout accepté que le Togo soit dépecé entre l'Est et l'Ouest et qu'une partie soit confiée à la Grande-Bretagne et qu'une autre partie soit confiée à la France. Bon, donc, ça a des conséquences sur l'évolution politique de notre pays jusqu'en 1958, jusqu'à ce que nous obtenions l'indépendance. Les étapes sont les suivantes, c'est-à-dire qu'à partir de 1919, les évêques ont commencé à, disons, à s'insurger contre cette division. Ils ont écrit au ministre britannique des colonies pour lui dire qu'eux, ils n'entendent pas du tout rester sous l'autorité de la France. Et ensuite, à partir de 1920-1923, il y a eu différentes manifestations sur le plan international. Et après, à partir de 1924, la création d'une association qu'on appelle le Togo Bund, dont je relève l'incohérence qui avait demandé que l'Allemagne revienne au Togo, ce qui est pratiquement impossible à l'époque, et ce qui était pour les Alliés, disons, un crime historique. Quelqu'un qui vient de perdre la guerre. Un traité a été signé. Ce traité lui enlève ses colonies. Et vous venez, disons, sur ces entrefaites, demander que le vaincu d'hier revienne. Ça n'est pas possible, c'est pratiquement un crime. Donc, il y a quelques erreurs qui ont été commises, et puis je ne veux pas revenir sur le mouvement éveillé dans son ensemble, mais si nous voulons
un peu nous situer par rapport à la chronologie des événements jusqu'au discours de Sylvain Olympio des Nations Unies en 1947. Il y a eu beaucoup d'incohérences dans l'évolution de ce mouvement élevé, cela s'entend, et que, par exemple, l'indépendance que nous avons demandée à partir de 1951 a été une demande tardive au Congrès de Paris. Bien, alors, ce qu'il faut souligner, à mon avis, pour nos pays, c'est que nous avons cru que le mouvement élevé était un mouvement de type tribaliste et que, de ce point de vue, excluait les autres populations du Togo, ce qui n'est pas le cas à mon avis. Je vais m'expliquer sur ce point. Oui, très rapidement. Oui. Vous savez, quand par exemple les résistances se sont organisées à partir de la fin du XIXe siècle, ces résistances visaient quoi? L'objectif, c'était que les populations soient libres chez elles. Donc le binôme résistance-liberté a accompagné l'attitude des Togolais depuis la colonisation allemande jusqu'en 1958. Je crois qu'on ne peut pas dissocier ces deux éléments-là. Ces deux éléments extrêmement importants qui sont superposés. La résistance, c'est la conquête de la liberté. Résistance à la colonisation allemande, mais après résistance à la colonisation française et liberté. Et d'ailleurs, quand nous avions obtenu l'indépendance, le mot d'ordre a blondé, et ça veut dire liberté, enfin, d'après ce que je sais. Donc, à partir de ce moment, je crois que nous avons eu une chance historique. Bon, des erreurs ont été commises après, par Sylvain Olympio, j'entends, mais ce que nous avons oublié, et c'est ça le reproche que moi je fais à nos amis les historiens togolais, c'est que cette période de notre vie a été occultée pratiquement dans la formation, nous-mêmes, notre propre formation. Moi, je me rappelle, au Collège Saint-Joseph, nous n'avions pas eu la possibilité d'avoir accès à ce genre d'informations historiques dans notre formation. Et par la suite, je crois que nos programmes ne nous ont pas permis de rétablir la vérité des faits. Donc, nous avons laissé l'initiative intellectuelle aux pays développés, à nos anciens colonisateurs, qui ont enseigné n'importe quoi en disant oui, mais non, mais le mouvement élevé, c'est une division nord-sud. Les gens du sud ne veulent pas voir les gens du nord. Ils ont demandé qu'on fasse un territoire pour eux, etc. etc. Donc, je me résume, m'arrête en 1958 et je dis que jusqu'à ce moment, et donc au moment où on avait demandé que la tutelle soit levée, tutelle s'est levée, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. Une partie des populations du Togo ont voté à 100% contre la tutelle. Et ça, ce phénomène a des incidences encore aujourd'hui sur la vie politique togolaise. C'est ça. Alors, vous confirmez que cette partie de notre histoire a été occultée? Je crois que la situation est plus complexe que le présente mon ami. C'est vrai qu'au Togo, avant la colonisation, il y avait donc différents peuples. Nous parlons qui étaient structurés, n'est-ce pas? Nous parlons d'air culturel. Oui. Il y a l'air culturel à Diatado, assez homogène. Quand nous parlons d'air culturel à Diatado, il s'agit de l'espace qui va de la côte jusqu'à environ 200 km à l'intérieur des terres. Et puis à partir de là, autour de Blita et autres, on a une sorte de no man's land, évidemment. Et plus loin, nous avons donc des populations lamas, donc Kabiet, Thème, etc., qui sont mélangés et que nous estimons donc également avoir une certaine homogénéité. Et plus loin, on a l'ère Otivolta avec les Moba, les Gourma. Mais entre ces populations, il y avait quand même une circulation. Une des vieilles circulations, c'était la circulation donc commerciale avec la traite négrière, où le nord était plus ou moins réserve d'esclaves qui étaient rasiés, envoyés au sud. Sur la côte, et sur la côte, la ville privilégiée, c'était donc, ce n'était pas tant en Europe, mais c'était vers Ouida ou vers Agoué ou bien d'autres, allaient vers les forts d'Accra. Et il y a également une circulation donc côtière, qui a fondé donc les peuplements sur place. Les Guins, par exemple, venus de la côte de Gold Coast, donc Accra, la région d'Accra, qui sont arrivés déjà autour du XVIIIe siècle, se
forgé avec les Ouachi, les Rois-Breda pour former le peuplement Guin de Lomé. Mais il y a également un commerce plus tardif, fin 19e siècle, avant même la création de Lomé, la capitale, avec les groupes Adja qui sont devenus Évé et ensuite Anglons qui ont migré, qui sont venus sur Lomé dans la région. Donc on a une zone assez cosmopolite avec des activités économiques. Et c'est ainsi qu'arrive le colonisateur allemand. Donc conquérir le Togo était une prouesse et essentiellement pour eux, la zone qu'ils convoitaient, c'était la zone donc, qui avoisine les fleuves, notamment la Volta, pour pouvoir bénéficier de la richesse du sol ou bien pénétrer par le mono. Mais finalement, on a vu le territoire qu'ils ont conquis. Mais il faut dire quand même que la circulation était là. Les anciens rapports que les gens de la côte ont avec les Européens leur a permis donc d'établir des relations privilégiées avec ceux-là. Donc ils n'ont pas été toujours opposés à la colonisation. Par endroits même, on dirait qu'ils ont sollicité la protection des Européens, pour ce qui a favorisé l'installation de la colonie. Il y a eu toute une rivalité britannique avec les Allemands, les Français au Togo. Finalement, les Allemands l'ont emporté et ils ont créé donc leur colonie du Togo. Mais sur ce, je dirais que nous, historiens togolais, nous avons fait notre part. Nous avions fait des recherches pour établir l'histoire du Togo. Nous avions publié des ouvrages à la fois sur le plan académique d'une certaine valeur, et puis on a également publié des ouvrages de vulgarisation pour les primaires, le collège, etc. Il revient à l'État. Ce qu'on nous reproche souvent, c'est que ce sont les Blancs qui nous ont apporté justement c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, alors que nos sociétés étaient organisées. Au micro, je disais à mon ami Abouki que le problème de l'Afrique est un problème profond d'avilissement à la fois de nos parents et de notre génération à travers un système éducatif qu'on a voulu, non pas adapté à notre environnement, mais un système qui doit toujours faire de nous des sujets de l'autre. Donc nous sommes restés dans ce comportement de sujet. Aujourd'hui encore, je sais que quand vous voulez avoir des velléités de contestation, vos parents vous diront, allez, taisez-vous, attention, faites pas ci, faites ça. Donc le respect de l'autorité qui fait qu'on ne conteste pas. D'ailleurs, nos parents n'hésitent pas à dire que les Allemands sont les bons éducateurs parce que les Français sont des plaisantins. Tout ça, c'est, je dirais, au niveau mental, nous avons été conditionnés au point que on n'a pas pu faire le distinguo. Toute colonisation est une colonisation, qu'elle soit allemande, française ou anglaise, c'est une colonisation. L'objectif, c'est s'installer sur un territoire qui n'est pas le vôtre, exploiter les ressources, faire travailler les populations à votre profit. Et c'est ça. C'est vrai que les Togolais, à des moments donnés, à des endroits, donc, se sont opposés à cette structure. Et c'est ce que nous appelons, historiens, le refus de l'ordre colonial. Donc il y a eu ce refus de l'ordre colonial exprimé ici, là. Mais cela n'a pas empêché certains Togolais à des moments donnés. Quand on lit, par exemple, le colonel Marois qui a écrit Togo, pays d'influence française, il montre combien les Français ont été accueillis à bras ouverts à Ného ou ailleurs, parce qu'ils estimaient que les Allemands étaient trop durs. Et que, les Français ils pensaient que les Français venaient les délivrer alors que c'est une autre forme de colonisation. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne sur notre sujet réellement, le sujet, donc, le traité de Versailles. Ce traité qui a été signé donc, le 28 juin 1919. C'est ce traité qui nous intéresse. Justement, Alors, merci de faire la transition et de recentrer le débat sur justement ce traité. Alors, ce traité a été signé, l'un de nos pays bien sûr, à Versailles. Quelles étaient les clauses Quelles en étaient les clauses et ses répercussions? D'abord, je voudrais dire qu'au fond, pour les Allemands, le traité est un diktat. Diktat au sens où on leur a imposé une humiliation. On a pris une bonne partie. Donc c'était pas volontairement qu'ils ont signé le traité ou bien qu'ils non, ils étaient bien obligés puisqu'ils étaient vaincus. Et à ce traité, c'était les vainqueurs. Et le climat, c'était dominé par 4 personnalités importantes. Georges Clemenceau pour la France, il y a George Lloyd pour l'Angleterre, il y a l'Américain qui ne comprenait pas toujours les problèmes européens, donc Wilson, et puis il y a le dernier donc, qui était là, c'était le Vittorio, l'Italien.
Donc c'était ces 4 personnages qui dominaient essentiellement. Mais la France avait une position prépondérante. La preuve, le traité a été signé à Versailles. Donc, il y a aussi tout un débat sur le lieu de la langue de travail, c'était donc le français. Et finalement, la place de l'Amérique a fait qu'on a fini par adopter l'anglais comme deuxième langue de travail donc, de ce traité. Donc disons que le traité, c'était essentiellement en faveur de la France, qui a retiré ces territoires que l'Allemagne lui avait pris en 1970. Mais ce qui était dommage, c'est qu'on a imposé cette humiliation en disant l'Allemagne est déclarée responsable de la guerre. Elle doit payer des dommages de guerre. Et parmi donc ces dommages, il y a l'article 119 qui disait que l'Allemagne doit renoncer à ses territoires outre-mer. Et parmi ces territoires outre-mer, il y avait le Togo, le Cameroun, le Tanganyika, le sud-ouest africain, donc la Namibie. Et c'est comme ça que ces territoires ont été confiés à la Société des Nations, c'est-à-dire la SDN, qui devait les gérer. Mais ce que je voudrais surtout dire ici, c'est qu'en fait, au même moment où l'Amérique a insisté sur le fait que les peuples doivent être responsables, déterminés sur leur avenir, on l'a accepté pour les Serbes, on l'a accepté pour les Slovènes, etc. Donc, pour nous, Africains, pour les gens des territoires outre-mer, on s'est tellement moqué, donc on dit la SDN, et c'est comme ça que nos pays ont été laissés et devenus donc des proies faciles partagées par les puissances alliées, donc notamment la France et la Grande-Bretagne. Monsieur Khéraboki, nous sommes au traité maintenant. Oui. Et quelles étaient les clauses, ces implications? Non, je voudrais faire une mise au point qui me paraît extrêmement importante. C'est que, de mon point de vue, on ne peut pas parler du traité de Versailles et le pacte de la SDN qui a entériné ou qui a proposé le partage des colonies de l'Allemagne vaincue entre la France et la Grande-Bretagne. On ne peut pas parler du partage du Togo en 1919 sans parler de ses conséquences sur l'évolution politique de notre pays. Du point de vue du Togolais que je suis et du point de vue de mes propres, comment dirais-je, engagement comme citoyen togolais depuis très jeune, je ne peux pas passer sous silence ces conséquences-là. Le traité de Versailles en lui-même ne m'intéresse pas. Le traité de Versailles, en tant que traité de Versailles, ne m'intéresse pas. Ça peut intéresser, l'historien, tel M. Gouéakoué, ça peut intéresser des étudiants en histoire, etc. Mais disons que pour des gens de ma génération, j'ai quand même 77 ans, donc nous avons, disons, occupé une large place dans l'évolution politique de l'Afrique et du continent et du Togo depuis 1919. Je ne peux pas ne pas, parce que je sais que ce traité a eu des conséquences à la fois désastreuses sur mon pays, sur le plan politique, sur le plan économique, et que donc encore aujourd'hui, et je pense que nous sommes à une période où il faut clore ce chapitre. Ça fait maintenant 100 ans, n'est-ce pas? Absolument. On entre dans une nouvelle ère. Oui. Pourquoi? Je vais poser une question à M. Gouéakoué. Est-ce que les Français ne considèrent pas leur colonie que l'Allemagne a perdue en 1919 comme des trophées de guerre? Évidemment. Je crois qu'il n'y a pas de malentendu. Non, répondez à cette question. Est-ce que je vais vous répondre. Le chef qui prend ma place donc. Il n'y a pas de malentendu entre nous. J'essayais juste de tracer donc le cadre pour qu'on en vienne à la situation togolaise qui nous concerne. C'est-à-dire que finalement, le traité a été signé. Il y a eu l'accord Simon Milner qui détermine les frontières à partir de 1919. Et c'est ainsi que Lomé va passer donc du côté français à partir de 1920. Et le traité n'a été entériné qu'en 1922 où le partage était donc définitif. À partir de là, quelle a été la situation au Togo? Nous allons en parler, je suis tout à fait d'accord. Puisque pour les Français, comme vous le dites, c'est un trophée de guerre, c'est normal. Et ils sont là, mais attention, ils ont toujours en tête que l'Allemagne peut à tout moment encore vouloir revenir. Il y a des publications qui montrent, par exemple, Gros Claude a dit, donc, parler des velléités de retour.
Et dans ces velléités de retour, il y a des Togolais aussi qui, à un moment donné, se sont sentis nostalgiques. Bien sûr, de cette période-là. Donc, le Bund, qui rassemblait les Togolais anciens clercs de l'époque allemande, etc., qui ont dit, ah oui, les Allemands étaient meilleurs. Parce que justement, les Français, tout en étant ici, ont hésité à investir dans le Togo. Bien sûr. Puisqu'ils hésitaient, les gens pensaient que non, pour eux, il vaut mieux le retour des Allemands, ce qui n'était pas évidemment à l'ordre du jour pendant longtemps. Mais les Allemands sont quand même revenus d'une autre manière, puisque la coopération allemande avec le Togo s'est mise en place plus rapidement que la coopération avec la France. D'ailleurs, Sylvanus Olympio, sa première visite à l'extérieur, visite officielle, c'est en Allemagne, en 61. Et quand il est parti, c'est de retour qu'il est passé en France. Donc, ce qui montre très bien que l'Allemagne est revenue par la petite fenêtre et la coopération est toujours restée. Et ça, c'est grâce également à ces relations épistolaires entre l'Église évangélique du Togo et les anciens pasteurs qui sont restés en Allemagne. Donc, des relations sont poursuivies. La preuve, le département d'allemand de l'Université de Lomé est un des départements très actifs encore, qui montre que la coopération germano-togolaise est en avance. Si vous voulez que j'avance encore là-dessus, je dirais que un des éléments prouesses également de l'Allemagne, c'est d'avoir accepté de financer le port autonome de Lomé que les Français ont toujours rechigné à financer. Donc ça veut dire que les Allemands sont quand même là. Ça ne veut pas dire que nous tirons un chapeau pour les Allemands d'être revenus. Nous disons, quels que soient les impérialismes, il reste des formes d'impérialisme. Mais ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, quelles sont les incidences de ce traité? Le Togo partagé en deux, une partie rattachée finalement au Ghana par la politique du panafricanisme de Nkrumah, et puis l'autre partie qui est restée le Togo français, qui est notre Togo aujourd'hui. Mais il y a toujours eu des actions, des velléités, parce que longtemps, le référendum de 56 qui a rattaché le Togo de l'autre côté, c'était un référendum qui a servi même de leçon pour le Cameroun, quand bien même les problèmes du Cameroun se posent encore aujourd'hui. Donc ce référendum, on l'a fait, les Français ont tout fait pour que le Togo soit séparé plus ou moins, parce que ceux du Nord n'ayant pas compris l'enjeu, ont voté pour rester, et alors que ceux du Sud, notamment majoritairement les évêques, ont voulu donc se détacher, mettre fin et prendre leur indépendance. Mais le jeu fait par le Nkrumah, par la Grande-Bretagne, etc., a fait que finalement le statu quo est resté et le Togo est séparé en deux. Est-ce que cette séparation est définitive? C'est là la question que nous nous posons aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. On peut se poser la question. Puisque les populations ne l'ont jamais suffisamment accepté. Et il y a un fait que moi j'ai remarqué, quand vous allez aujourd'hui à Accra, être évé, c'est difficile de s'affirmer évé, parce que les évés parlent-tu pour ne pas se faire voir comme donc, des gens de la Volta Régine. Il y a tout le problème de la disproportion donc, du développement, où les gens donc, de Volta Régine estiment que leur zone est riche. N'oubliez pas que l'électricité produite et utilisée par le Ghana, une bonne partie, c'est dans cette zone-là. Il y a également d'autres ressources. C'est une zone agricole très importante. Donc, c'est une zone riche, et que cette zone ne bénéficie pas autant des ristournes de l'évolution du Ghana. Quand bien même Ho aujourd'hui est devenu une ville importante, développée, mais il y a quand même un sous-développement donc de la partie Togo-britannique. Ce qui fait que la volonté de retour au Togo ou de constituer un État indépendant reste toujours important. D'ailleurs, vous savez, la frontière entre les deux pays est une frontière très fluctuante, et quand ça ne va pas au Ghana, les gens qui quittent, qui fuient, viennent au Togo. Quand ça ne va pas au Togo, les gens qui fuient vont au Ghana. Donc nous avons ce rapport conflictuel qui fait qu'il y a toujours une question à débattre suite, qui sont les conséquences donc, de ce fameux traité de Versailles. Oui, alors je vous reprends la parole justement. Alors, quelles sont les conséquences? Vous l'avez dit en tant que citoyen, et cela a des incidents sur votre pays, n'est-ce pas? Absolument. Alors, lesquels on peut les évoquer très rapidement? Mais, quand vous voyez par exemple la rivalité entre l'Allemagne et la France, et les conséquences de cette rivalité sur le Togo. Monsieur Gouverkou rappelait opportunément tout à l'heure les différents projets que l'Allemagne a réalisés, a aidé à la réalisation au Togo.
notamment le port autonome de Lomé. Et aujourd'hui, le port autonome de Lomé est entre les mains de qui? Quels sont les principaux investisseurs au port autonome de Lomé? Je crois qu'on peut les repérer. Oui. On peut les repérer. Oui. On sait de quelle nationalité ils sont. Bien sûr, oui. Et deuxièmement, quand vous prenez la brasserie du Bénin, c'est une industrie qui avait été mise sous pied par l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, à un moment donné, a été obligée de partir pour des raisons sur lesquelles il serait extrêmement difficile de revenir. Mais nous savons également que sur le plan politique, dans le processus de démocratisation de notre pays depuis les années 90, que l'Allemagne et la France s'observent. Oui. Disons même que, comment dirais-je, quand au plan interne, je dis bien au plan interne, un groupe de citoyens ou des partis politiques prennent position et essayent de se rapprocher un peu de l'Allemagne pour essayer de faire pression en vue de la démocratisation de notre pays, ça passe très mal à Paris. Et je peux vous rappeler que c'est une constante dans la politique togolaise, cette rivalité. Idrissou Meachi, quand il y a eu le coup d'État de 1963, qui a coûté la vie à Sylvain Solinpio, nous avons eu un gouvernement intérimaire de 1963, un régime intérimaire, de 1963 à 1967, et entre Grunitzky et Meachi, il y avait une très forte rivalité, et Grunitzky, effectivement, il a été appelé par la France pour prendre la relève, mais Meachi a voulu jouer la carte de l'Allemagne. Il n'a pas été très loin. Il n'a pas été très loin. Ça a été très mal vu à Paris. Je peux rappeler, sur la base d'informations personnelles que je détiens, que en 1994, dans notre pays, à l'issue des élections législatives, pour la formation du gouvernement présidé par Edem Kodjo, finalement, que à Paris, le leitmotiv qu'on nous servait, c'est que entre les deux, l'un des hommes politiques togolais était pro-germanique et que cela ne pouvait pas passer à Paris. Bon, donc, il y a d'autres éléments sur lesquels je ne vais pas revenir assez rapidement. Alors, c'est des aspects négatifs que vous soulignez pour notre évolution de notre pays? C'est un aspect extrêmement important. C'est-à-dire que, sur le plan géopolitique, oui, sur le plan géopolitique, que ces deux pays, même s'ils s'entendent chez eux pour bâtir l'Europe, après les deux guerres qu'ils ont connues, mais sur notre territoire, il y a un des deux qui prend l'ascendant sur l'autre, qui dit non, ici, dans cet espace politique, dans cet espace géopolitique, voici ce qu'il faut faire. Et je crois que l'une de ces puissances, met les moyens pour que Alors, je crois que l'une des conséquences... C'était logique, M. Aboki, puisque finalement, la gestion du Togo a été confiée à la France. Oui. Donc, à partir de cet instant, le Togo devient, entre guillemets, une colonie appartenant à la France. C'est vite dit. Vous parlez du point de vue français, mais du point de vue, nous, les Togolais, nous voulons notre liberté. C'est ça. Nous ne sommes pas une propriété de la France, même si la SDN décide à un moment donné de faire partager. Nous ne sommes pas, nous, Togolais, nous disons que nous voulons notre liberté, que par conséquent, cette liberté, elle doit être totale pour l'ensemble des Togolais. Pas pour moi en tant qu'Aboki, pas pour le Sud, pas pour l'Est, pour l'Ouest, mais pour l'ensemble des Togolais du Sud au Nord. On a créé un nouveau territoire, mais ces Togolais doivent être libres, bâtir un nouveau pays dans l'unité. Donc si par exemple des divisions externes, si des rivalités externes ont des incidences sur notre volonté de bâtir une nation, de bâtir un État ensemble, c'est à nous d'imposer, c'est à nous de nous entendre pour imposer à l'extérieur notre volonté d'être ensemble. Alors, je reviens un peu rapidement, si vous voulez, sur un élément important, le Togo britannique. Je crois que il ne faut pas mettre la charrue
devant les Bleus. Dans notre vision de l'Afrique de demain, le Togo britannique n'a rien à voir avec le Togo occidental. Enfin, c'est-à-dire que nous n'avons pas à réclamer le Togo britannique. C'est quand l'Afrique réalisera son unité, mais ce problème-là sera réglé. Je vais vous donner une information. J'étais directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères de 1980 à 1985. Le gouvernement togolais a engagé des avocats américains pour relancer le problème du partage du Togo aux Nations Unies. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. C'est ça. Et donc, on a cherché aux Nations Unies, par des lobbies, voir si on ne peut pas remettre sur le tapis, à l'Assemblée générale, le débat sur le Togo britannique. Mais dans cette période également, ce qui a été fait, ce n'est pas un secret, peut-être c'est un secret de polichinelle, c'est que nous-mêmes, nous avons tenté, par rapport aux populations du Togo britannique, d'essayer de les associer à ce projet. De dire non, quand le moment viendra, dites bien que vous voulez venir. C'est ça. Bon, et quelle était la réaction? J'étais fonctionnaire, je n'étais pas d'accord en tant que responsable de la coopération internationale, mais le devoir de loyauté m'interdisait, disons, d'aller à l'encontre de la volonté du pouvoir en place. Mais je disais bien que c'était une erreur monumentale. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça fait flop, ça fait pchit, comme dit Chirac. Et donc, manifestement, et aujourd'hui, si le problème se pose aussi, par exemple, les Togolais qui sont de l'autre côté, si des Africains dans la région de la BNT, c'est-à-dire de la Volta, s'agitent pour revenir ou avoir leur indépendance, c'est à nous de leur expliquer. C'est à nous de leur dire non. Vous êtes au Ghana, vous êtes Ghanéens, restez-y. Demain, ce que nous voulons, c'est de créer, disons, l'unité africaine, des zones de coprospérité dans notre sous-région. C'est ça. S'il y a une coopération très intense entre le Togo et le Ghana, ce problème est réglé automatiquement. Nous n'avons pas à nous lancer dans des politiques d'irrédentisme en disant, voilà, telle partie de notre territoire doit nous revenir. La seule personne qui est tentée avec succès de le faire, c'est Senghor. Senghor a restitué, je crois que c'est à la Gambie, un certain nombre de villages, disons, qui étaient, disons, très proches, entremêlés dans le territoire sénégalais. Mais pour le reste, je crois que ce sont des combats d'arrière-garde. Ce sont des combats d'arrière-garde dans une Afrique moderne que nous voulons bâtir dans l'unité. Voilà, c'est un peu ma position sur cette question-là. Je crois qu'il faut, disons, faire prendre conscience aux gens que nous sommes dans un autre monde aujourd'hui, dans une autre vision, et que si pour bâtir l'Afrique, ce ne sont pas ce genre, justement, de posture qui nous mènerait à la prospérité. Est-ce qu'il y a même possible de revenir encore sur les clauses de ces traités, en tout cas, comme je le dis, hein, Non, personnellement, je pense que nous avons un combat à mener. Ce combat, c'est le panafricanisme. Et l'un de ceux qui ont le chantre donc, du panafricanisme, qui a très vite compris la chose, c'était Nkrumah. Pour Nkrumah, en jouant pour que le Togo britannique reste attaché au Ghana, c'était donc une partie de son projet. Après, annexer le Togo, annexer les autres pays, et faire un État plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en réalité, malheureusement, non, parce que c'était un esprit très éveillé pour son époque, où beaucoup n'ont pas compris cette idée panafricaniste. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'idée du panafricanisme s'étend. Les jeunes ne l'ont pas encore assez compris, mais il y a lieu donc d'avoir un système éducatif qui permet aux gens de mieux comprendre que les grands espaces, c'est ça qui compte dans le monde aujourd'hui. On parle des États-Unis. Si l'Europe se bat pour un espace unifié, c'est pour cela. Mais malheureusement, c'est cette même Europe qui intervient, qui permet à nous autres d'être divisés. D'être divisés non seulement au Togo aujourd'hui, donc nous avons des clans d'opposition, des gens du Nord, des gens du Sud, etc. Je crois que tout ça sont de faux problèmes que l'histoire doit permettre aux gens de comprendre. Parce qu'un peuple, nous avions été un peuple.
Oui. Moi, j'aime toujours revenir sur les élections du 27 avril 1958 qui ont permis au Togo de devenir un pays indépendant, de faire l'option de l'indépendance. C'est tout le Togo, dans son unanimité, qui a choisi donc de prendre l'indépendance au lieu de rester là. Donc on constituait déjà un peuple, c'était important. Et on aurait pu aller de l'avant. Évidemment, il y a des personnalités très fortes qui ont souhaité être forts dans un petit pays que d'être moindre dans un espace plus large, qui font que notre micro-nationalisme est resté si étroit que nous avons toujours ces configurations de frontières. Donc la vraie question qui se pose ici, c'est la question des frontières. Faut-il garder les frontières héritées de la colonisation? Nous les avons adoptées donc, au moment de la constitution donc, de l'OUA. Et l'intangibilité des frontières. Est-ce qu'il y a lieu de revenir sur l'intangibilité des frontières? Si on ne revient pas, quelle autre forme de coopération mettre en place pour que nos États constituent des espaces économiques comme le dit M. viables? Ça va sauter dès qu'on aura justement atteint Évidemment, ce qui veut dire qu'aujourd'hui soutenir une action, une guerre du Togo, de l'Ouest, etc., non, je crois que c'est juste perdre du temps et faire le jeu de l'impérialisme qui a toujours cherché à nous diviser, à avoir des micro-États. Moi, l'expérience du Biafra est là pour montrer comment l'ingérence européenne est un fléau pour nous, Africains. Il y a lieu donc que nous comprenions mieux quels sont les enjeux, comment nous situer dans la géopolitique internationale aujourd'hui. C'est ça le vrai enjeu. Donc je ne suis pas un va-t-en-guerre qui voudrait forcément que les gens de là. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, il y a une disparité de développement et que des mouvements se créent. Moi, j'ai suivi un peu l'activité culturelle de cette zone dernièrement sur les réseaux sociaux où on a parlé donc d'une fête des éveils à Plaisant, où j'ai vu l'ancien président donc, intervenir dans ça. J'y ai vu une préparation de l'opinion vers une conscientisation, un nationalisme étroit des éveils. Est-ce que ça vaut la peine? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un éveil? Parce que là aussi, les questions identitaires sont très fortes. Être un éveil, ce n'est plus ce qu'on savait ni au 19e siècle, ni au début du 20e siècle. L'éveil aujourd'hui, c'est tout un mélange. Est-ce que moi, gain, est-ce que je suis éveillé? Oui, d'autres soutiendront que je parle éveil, mais un éveil édulcoré qui est le guingué. Donc, c'est un espace de plus en plus multicentré avec plusieurs variantes, ce qui fait que nous constituons un autre peuple. Donc les enjeux sont ailleurs et ces enjeux, ce sont des enjeux géopolitiques de développement d'espace pour pouvoir se positionner dans ce phénomène de monde. C'est cela. Et alors on en vient justement aux implications directes, puisque M. Bouki parlait tout à l'heure justement les conséquences de ce traité jusqu'à nos jours dans la vie politique actuelle. Comment vous l'avez repéré? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multipartisme avec des formations politiques, nous sommes dans le pluralisme politique. Alors, comment ces événements de l'époque encore, et ces divisions de l'époque, ont encore des incidences sur la vie politique togolaise dans les temps actuels? Bien, je voudrais rappeler assez rapidement qu'il y a eu plusieurs étapes dont M. Gouakoui a parlé. Et disons que nous avons perdu de 1919 à 1947 beaucoup de temps dans l'histoire de la réunification des éveils par le mouvement éveil. Nous avons perdu beaucoup de temps. Pratiquement plus d'une génération, presque 25 ans. On a perdu beaucoup de temps. Et sur ce point, je ne suis pas d'accord avec les historiens togolais. Encore. Non. Nous sommes des intellectuels. Tout à fait. Et donc, forcément, nous sommes obligés justement d'apporter des arguments quand nous défendons une position. Voilà. Dire que ce mouvement n'a pas nui à la libération du Togo. Assez rapidement, après le traité de Versailles, je dirais non. Je dirais que ce mouvement a beaucoup nui, a retardé le processus même d'émancipation politique de notre pays. Pourquoi? Parce que
nous avons focalisé toute l'énergie de la puissance coloniale française. Peut-être pour l'éclairage de nos téléspectateurs, ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il voulait en réalité, le mouvement dont vous parlez? Oui, non, ce mouvement, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tout à l'heure, par moment, au début, c'est le retour des Allemands. C'est cela, ok. Après, c'est placer le Togo, disons, français, sous l'administration britannique. Voilà. Ensuite, bon, il y a toute une chronologie, on a les dates, et puis ensuite, c'est une réunification du Togo britannique, enfin, et du Togo français. Actuel, oui. Oui. Et donc, tout cela avec des pétitions aux Nations Unies. Non, je ne suis pas contre le mouvement EV. Je ne suis pas contre le mouvement EV, mais avec des pétitions aux Nations Unies. Mais pendant ce temps, je crois que le travail que nous aurions dû faire, ce travail aurait été de mobiliser l'ensemble des Togolais pour l'indépendance du Togo. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, nos élites de l'époque s'étaient fourvoyées, à mon avis, parce que dès 1900 déjà, mais le mouvement panafricaniste s'était développé dans le monde, s'était dessiné dans le monde. Et que, après la Première Guerre mondiale, il y a eu, du côté de l'Union soviétique par exemple, sur le plan international, mais des mouvements anti-impérialistes qui voulaient appuyer l'indépendance directe des peuples colonisés. Mais nous avons fait fi de tout ça, de tous ces appuis que nous avons pu utiliser pour bâtir justement une nation dès l'époque. On ne l'a pas fait. Donc on a parlé de l'unification des évêques, tout cela, mais c'était, à mon avis... Donc ça retardait l'évolution des choses. Ça retardait objectivement. Ça retardait objectivement. Quand vous parlez, je comprends bien que vous n'êtes pas historien. Parce qu'au fond... Oui, mais heureusement. Chaque chose se fait en son temps. Quand vous dites « nous », qui étaient les élites à l'époque? Combien ils étaient? De quelle éducation ont-ils bénéficié? Les choses ont évolué avec le temps. Et je disais tout à l'heure, la colonisation, ce n'était pas seulement une situation où on est venu prendre des richesses, mais il y a eu cet endoctrinement qui fait que même nos citoyens, ces élites dont vous parlez, ils ont été formés à quelle école? Rares sont les plus clairvoyants qui voyaient les choses autrement. Donc, si vous faites maintenant, vous avez un regard critique d'un contemporain sur des faits passés. Quels étaient les conditionnements de cette époque? Combien étaient-ils les élites togolaises? Quand on veut parler, parlons du Togo. Combien étaient-ils? De quelle éducation avaient-ils? Non, cet argument m'a été déjà opposé sur cette question des élites et de leur rôle dans le mouvement ailé. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'un des porte-paroles, sinon le premier, Silvanus Olympio, ayant fait ses études en Europe, connaissait très bien l'environnement idéologique. Donc lui-même, idéologiquement, il n'était pas du tout dans, disons, la mouvance anti-impérialiste qui s'était dessinée dans le monde à l'époque. Ça, c'est la première chose. Il connaissait cet environnement idéologique, mais ce n'était pas son affaire. Et deuxièmement, quand vous parlez des élites, il y a le pasteur Beïta, il y a des élites de type charismatique comme le pasteur Beïta. Il y a des élites comme le pasteur Beïta, vous avez dit. Oui. Le pasteur Beïta, c'est Dieu, nous sommes tous enfants de même Dieu, au même moment où ceux qui disent nous sommes enfants de même Dieu, donc ils sont suivis par leurs frères commerçants qui viennent exploiter, etc. Donc je crois que l'élite, ce n'était pas l'église. L'église était plutôt soumise. Les élites de l'église étaient soumises, étaient conditionnées comme tout autre. Silvanus Olympio, de quelle classe sociale il est? Silvanus Olympio est descendant donc de riches planteurs qui veulent que les affaires prospèrent, que leurs affaires prospèrent, etc. Donc c'est tout à fait normal, c'est progressivement qu'il va comprendre qu'il y a une façon donc de voir les choses autrement. Donc quelque part, il y a des catégories sociales avec leur intérêt. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on nous ramène encore aujourd'hui. Alors, comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, avec notre taux de scolarisation, tout ce que nous avons comme élite, comme enseignants du supérieur, etc., que nous soyons toujours là à faire des analyses qui restent des analyses opportunistes et à rester dans le champ donc, du règne de l'impérialisme qui continue de vaincre. Donc, ça veut dire qu'au fond,
il nous faut arriver à une révolution culturelle mentale où on change notre système éducatif et il faut un porteur de ce projet de manière à transformer la jeunesse, à transformer les élites que nous formons. Or, jusque-là, je crois que nous sommes encore restés dans cette ligne de conditionnement mental par l'impérialisme qui s'est mise en place depuis le 19e siècle et qui continue. On n'en est pas sorti. L'indépendance n'a pas été réellement une rupture, quels que soient nos pays. Mais l'Asie, il y a eu cette rupture, plus ou moins. Moi, ma dernière visite que j'ai faite en Asie, j'ai vu qu'au fond, ils s'en sont sortis, mais ils sont encore conditionnés. Les produits qu'on retrouve dans les magasins, quand bien même ils font de la production, on voit encore cet impact. Donc, l'impact de l'Occident est un impact fort. Il y a lieu de faire une rupture avec cet Occident si on veut réellement s'en sortir et compétir avec l'Occident. Parce que là, nous sommes dans une compétition mondiale. Les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de compétir avec la Chine. Mais à quel moment nous allons essayer donc d'entrer dans ce jeu de compétition? C'est là le vrai enjeu que je pense. Oui. Bon, allez-y. Non. Pour répondre rapidement à un aspect de ce qu'il vient de développer, enfin, de mon point de vue, il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans une compétition avec l'Occident ou avec les États-Unis, avec l'Europe. Ce qui m'importe, c'est de rassembler les Togolais, du nord au sud. Sans se flageller. Parce que rassemblés, nous serons plus forts. Mais si je veux rassembler les gens, il faut que je leur donne une conscience historique. Je suis d'accord. Une conscience historique, vous êtes historien, c'est extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord. Qui sache que nous sommes dans un environnement nous appartenons au même groupe ethnopolitique depuis très longtemps, que si vous allez chez les Kabyais ou chez les Bariba, ou si vous allez chez les Kotokoli, ou si vous allez chez les Guins, etc., ou chez les Aidés, que nous étions dans une situation d'échange et d'alliance avant la colonisation. Et que nous devons retrouver nos racines historiques. Pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, tout à l'heure, quand par exemple, vous prenez, hier j'expliquais à quelqu'un que quand vous partez de Kano à Salaga, oui, il y a 1000 km. Oui. Les caravanes partent de là, traversent plusieurs villages, plusieurs régions, 300 à 700 personnes. Ces caravanes mettent 3 mois de Kano à Salaga. Mais surtout leur parcours rencontre d'autres peuples, d'autres populations. Certains ne continuent pas le chemin. Il reste, d'autres retournent, d'autres retournent, etc. Donc il y a eu un brassage par les échanges que la colonisation a voulu occulter. Et ça nous a beaucoup desservi. Et je me dis que l'une de ces conséquences aujourd'hui, quand vous voyez l'état de division de nos pays, parce que je suis très sensible à ces phénomènes-là, l'état de division, et qu'on essaie d'entretenir dans la pratique politique même, par des gestes, par des mesures, on veut nous faire croire que les Togolais sont différents du nord au sud, que certains ont des intérêts plus que d'autres. Et c'est dommageable, mais tout simplement nous appliquons des schémas qui nous ont été imposés. Et que ces schémas, c'est parce que nous-mêmes, certains d'entre nous, ils trouvent leurs intérêts matériels. Absolument. Ils trouvent leurs intérêts matériels. Et donc, je dis que le débat politique en Afrique et au Togo aujourd'hui doit pouvoir s'inscrire dans une dynamique. Cette dynamique, ce n'est pas... Vous savez, quand on parle des taux de croissance de l'économie africaine, je rigole. Nous savons tous que ces chiffres-là sont des chiffres contrôlés, sont des chiffres qui sont approximatifs, qui sont faux. Prenez un document de la Banque de France. Vous verrez que un rapport de la Banque de France sur l'économie africaine, de la zone franc, vous trouverez des interpolations. C'est-à-dire, c'est une sorte de patchwork. On prend un rapport d'une année quelconque. De la BAD, oui, qu'on insère tout cela, c'est de l'imposture. C'est de l'imposture. Mais c'est tout simple. Si nous continuons à faire confiance à ces institutions, tout simplement, c'est parce que nous avons perdu le pouvoir intellectuel sur nos politiques de développement, sur la construction de l'Afrique. Tout ce qui nous vient de l'extérieur, nos élites consomment. Dans les universités, nos élites
qu'est-ce qu'elles font dans les universités? Elles censurent leurs propres cours. J'en ai fait partie pendant 15 ans. Et j'étais abasourdi de voir que des collègues censuraient leurs propres cours. Quelque part, ils ont raison, parce qu'il y a un collègue qui a été pénalisé du fait que, bon, il faisait la critique un peu du système togolais. Et donc, ces cours ont été photocopiés, envoyés au ministère, et ce collègue a été suspendu pendant toute une année. Vous vous rappelez? Je ne vais pas le nommer. Donc, je dis quelque part que nous avons perdu le contrôle intellectuel sur nos politiques de développement, sur nos politiques économiques, et que nous vivons aujourd'hui dans une très grande paresse qui, disons, sert les intérêts d'une minorité. Ok. Voilà un peu... C'est ça l'état des lieux. Alors, on s'achemine vers la fin, là, rapidement. Et face à l'avenir maintenant, que faut-il faire? Vous avez eu le temps de faire toutes ces observations. Face à l'avenir, que faut-il faire? Oui. Ce qu'il faut faire, c'est de couper le cordon. Le cordon ombilical qui a été mis en place au moment donc, de la gestation d'État que nous avons. Parce que nous avions eu des formes d'État, des formes d'organisation politique. Est-ce possible avec les moyens faits géopolitiques mondiaux? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut? Oui. On le peut si on éduque mieux, on éduque... Parce que c'est une question de conscience. Voilà. Mais nos consciences ont été, je dirais, mangées par l'impérialisme au point que on sort difficilement de cette gangue qui nous embourbe. Il faut s'en sortir. Mais pour le faire, je suis de ceux qui disent que nous avons besoin d'une révolution culturelle. C'est ça. Et cette révolution culturelle, elle passe par l'éducation et parfois même, pas forcément la violence, mais une certaine contrainte. Or, combien de gens sont prêts à subir cette contrainte? Et quand vous commencez, vous êtes vu comme un extraterrestre et vous n'êtes pas entendu. Je crois que là, il faut atteindre un seuil avec un certain nombre d'intellectuels éclairés. Ça, c'est ce qui nous manque. Or, malheureusement, l'intérêt individuel prend le dessus. Nous avons des élites qui ne peuvent pas se prononcer sur des questions. S'engager ouvertement. Des questions simples. Non, on dit non, parce que je vais avoir mon poste, je vais ceci. Donc, une forme de carriérisme à ne pas chanter. Donc, on reste toujours conditionné par cet impérialisme important. Je crois qu'il faut s'en sortir. Et là, parfois, même s'il faut de la violence, il faut en arriver là pour pouvoir transformer les gens. Et tout commence par un système éducatif bâtard que nous avons. C'est ça. M. Boki, face à l'avenir, alors, finalement... Hein. Non, moi, vous savez, je suis un anti-impérialiste de vieille date. Non, je le proclame, puisque j'ai eu des responsabilités dans le mouvement étudiant en France pendant longtemps. Mais quand je vois le Togo aujourd'hui, en 2019, je me dis, nous avons besoin, et cela, je n'invente strictement rien du tout, nous avons besoin d'un pacte démocratique. Pourquoi? Parce que le plus grand paradoxe de l'histoire politique de l'humanité, c'est que si la démocratie, les Grecs ont connu la démocratie, que ça a été développé par l'Europe, etc., nous, aujourd'hui, le système qui peut nous permettre de moderniser rapidement nos sociétés, c'est la démocratie. C'est ça. Absolument. Et donc, les aventures politiques solitaires que nous connaissons, les illusions référentielles, c'est-à-dire que chaque fois, nous cherchons à l'extérieur, disons, des références pour nous conforter au plan intérieur. Tout cela me paraît enfantin. C'est ça. Et donc, il faut un pacte démocratique au Togo pour que les Togolais puissent ensemble bâtir ce pays dans la paix et dans une prospérité partagée pour tous les Togolais. Parce qu'il y a beaucoup de zones de pauvreté dans le pays. Quitter les rues bitumées, aller un peu dans les quartiers, tout cela, vous verrez. Dans les quartiers où nous habitons,
Mais nous savons ce qui s'y passe tous les jours. Mais quand vous habitez ailleurs, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, moi, c'est ma grande préoccupation. Et donc, je m'arrête là parce que, le temps nous manque. C'est cela. Alors, sûrement, comment revenir, parce que c'est intéressant, parce que tous les aspects de ce traité n'ont pas été visités. Mais ce qui nous impose, c'est justement ces implications dans notre pays. 30 secondes pour conclure rapidement. Je dirais que le traité de Versailles a été un traité mal organisé, qui a transformé le monde, qui a donné la puissance aux États-Unis, mais puissance que les États-Unis n'ont pas su exploiter comme pays pacificateur, mais au contraire, ils sont des va-t-en-guerre qui ont entraîné le monde dans une situation de rivalité permanente dont nous sommes aujourd'hui les victimes, puisque nos pays encore aujourd'hui souffrent donc de ce traité, de ce partage des forces dans le monde, qui fait que chaque fois qu'on parle de géopolitique, eh bien, nous ne pouvons pas faire de politique autonome, de politique responsable, compte tenu de notre environnement économique, compte tenu de nos réalités. À chaque fois, il faut qu'on se soumette aux diktats que les Allemands ont refusés donc, il y a 100 ans, mais qu'ils imposent avec les autres occidentaux donc, à nos pays, pauvres pays, qui souffrent toujours, qui sont toujours gardés comme des chiens de laisse. Très rapidement, sur ce traité de Versailles, que dire en fin d'émission? 100 ans après, c'est fini? 100 ans après, moi je crois que pour le Togo, nous rentrons dans un nouveau cycle. Oui. Il y a un cycle qui se termine, 1919, 2019. En 2020, nous rentrons au Togo dans un nouveau cycle. Et pour ce nouveau cycle, pour ce qui me concerne, j'ai une grande ambition pour le Togo. C'est une grande ambition, c'est rassembler les Togolais autour des valeurs de fraternité et de solidarité. Mais pour aller dans quelle direction? Il faut améliorer les conditions d'existence matérielle des Togolais. Absolument, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans un environnement sous-régional. L'ancien chef d'État Sogolo nous donnait un exemple tout récemment en disant que lui, de son vivant, il veut voir une armée ouest africaine. Sogolo, un ancien chef d'État. C'est dire tout, enfin, c'est tout dire. Très bien, ok. Donc, voilà à peu près ce que... Bon, il y a peut-être d'autres aspects qu'on peut développer, tout cela, mais je crois que ce qui est important pour demain, c'est d'avoir un Togo réconcilié avec son histoire, mais réconcilié avec ses propres fils, pour bâtir un pays dans la paix et la prospérité. C'est tout ce que nous voulons. Très bien. Alors, on termine sur ce mot, donc, bâtir un Togo dans la prospérité. C'est le vœu de tous. Merci pour cette Goyapé, d'avoir passé le temps en studio pour nous éclairer. Merci, M. Charabouki. Voilà, il était question, téléspectateur, de 100 ans du traité de Versailles. Ce fut en juin de 1919, 100 ans après, l'analyse a été faite et se poursuit. Je vous retrouve la semaine prochaine de réflexion. Au revoir et à très bientôt. Merci, M. Charabouki. Regardez.